Donc d'abord, merci beaucoup à Valentina et à Dario pour cette invitation qui m'a fait vraiment beaucoup de plaisir. Je suis vraiment contente d'être ici et de revenir aussi à mon alma mater. Donc voilà, c'est un plaisir autant intellectuel que personnel. Avant de commencer ma conférence, j'aimerais un peu contextualiser ma recherche et ce qui a guidé mon questionnement. C'est-à-dire, d'abord, il faut préciser que ce projet de thèse, qui s'intitule Voix d'Étrurie, faisait partie d'un plus large programme de recherche interdisciplinaire qui était intitulé Literary Knowledge, Modernisms and the Sciences in Europe. Et c'est un projet qui comprenait 6 thèses doctorales, chacune consacrée à l'étude du rapport entre la littérature européenne et un savoir ou une discipline qui, au début du XXe siècle, a commencé à s'institutionnaliser et à se professionnaliser. En ce qui me concerne, je me suis occupée de la littérature française, anglaise et italienne et de l'étruscologie. Donc voilà, c'était un peu pour contextualiser. Mon intervention d'aujourd'hui sera partagée en 2 parties. D'abord, je souhaite un peu présenter le travail que j'ai fait dans ma thèse, donc un peu le cadre aussi théorique et méthodologique de mon questionnement. Et ensuite, en tant qu'illustration, un cas d'étude qui nous amènera à en savoir un peu plus sur l'Apollon de Veille et comment l'Apollon de Veille est entré en littérature, en fait. Mon questionnement part d'un constat très simple qui a été fait par l'historien italien Arnaldo Momigliano. C'est-à-dire, gli Etruschi non parlano, les Étrusques ne parlent pas. Donc c'est par ce constat que l'historien Arnaldo Momigliano met en avant le hiatus discursif qui sépare irrémédiablement les Étrusques d'autres civilisations anciennes, tout particulièrement les Grecs et les Romains. Au contraire de ces derniers qui, au cours des siècles, ont eu la possibilité de se raconter à la postérité et de faire entendre leur voix par des mots, des textes et de façon plus générale des documents écrits, les Étrusques, quant à eux, demeurent verbalement silencieux. Leur histoire a en effet la particularité d'être une histoire qui a été construite a posteriori, en passant non pas par des sources écrites de première main issues des Étrusques eux-mêmes, mais par l'intermédiaire d'autres voix, d'autres récits et d'autres discours. Imprimis, ceux tenus par des historiens grecs et latins tels que Hésiode, Hérodote, Denis d'Halicarnasse et Tite-Live. Étroitement liés aux agendas politiques de leurs époques respectives, les portraits des Étrusques dressés par ces historiens anciens portent tous la marque des idéologies, des structures sociales et politiques de leur propre temps. Dans son ouvrage Aburbe Condita, par exemple, Tite-Live présente le peuple étrusque à travers le prisme d'un regard qui est celui de Rome, ayant vaincu son ennemi, véhiculant ainsi l'idée que les Étrusques n'étaient qu'un peuple vaincu parmi d'autres, et que leur histoire ne représentait qu'une étape nécessaire vers la construction de l'Empire romain. Il est évident qu'au fil des siècles, et tout particulièrement pendant la Renaissance, ces témoignages, bien que de seconde main, ont fini par acquérir une légitimité en tant que source historique incontestable, en raison de leur statut de récit fait par ceux qui étaient là, qui ont vu et qui ont entendu les choses. À l'époque moderne, ces témoignages sont devenus la pierre angulaire de travaux de nombreux historiens, savants et érudits de l'Europe entière, ainsi qu'en témoignent les portraits des Étrusques dressés entre autres par Winkelmann, Mommsen ou Martha. Si l'Antiquité étrusque a été à maintes reprises définie comme un silence de l'histoire, et cette définition est attribuée à l'historien Jacques Légoff, c'est précisément parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de se raconter à la postérité à travers ses propres mots et ses propres récits. De toute évidence, cette approche repose sur une perspective logocentrique, supposant que l'histoire d'un peuple, pour exister et pour être transmise, exigerait exclusivement des documents sous forme textuelle. Dès lors, le prétendu silence des Étrusques reposerait sur un manque fondamental, qui est le manque d'un logos, et donc d'un discours qui leur serait propre, et de ce fait d'une histoire et d'une mémoire proprement étrusques. Cette absence a bien entendu des implications significatives tant sur un plan historique et culturel qu'épistémologique. Premièrement, l'absence d'un logos étrusque implique la présence d'un vide non seulement discursif, mais également symbolique, qui d'une part demande sans cesse à être comblé, et qui d'autre part favorise la prolifération d'hypothèses qu'il est impossible pour les historiens et les érudits de toute époque de vérifier ou même de falsifier. Ainsi, au fil du temps, nombre de récits, d'interprétations, de mythes, de légendes et de suggestions inspirées par le patrimoine monumental conservé se sont graduellement sédimentés sur ce vide, en restituant de ce fait le portrait d'une civilisation au visage changeant et multiforme, sans cesse transformée et réinterprétée en fonction des enjeux culturels, sociaux, politiques et mémoriels propres à chaque époque.
À cet égard, les années 1840-1940, qui sont les années auxquelles je me suis intéressée dans le cadre de ma thèse et auxquelles je m'intéresserai aujourd'hui, constituent une période particulièrement intéressante en ce qu'elles correspondent au moment durant lequel l'archéologie, et la branche de l'étruscologie tout spécialement, se consolident et s'imposent progressivement dans le panorama académique européen comme une discipline scientifique à part entière. Qui plus est, c'est précisément dans ces années qu'ont lieu certaines des découvertes archéologiques sur les Étrusques parmi les plus importantes et les plus spectaculaires, y compris les découvertes du sarcophage des époux et de l'Apollon de Veille. Dans ce contexte de ferveur archéologique et de découvertes époustouflantes, le défi de combler le vide tant discursif que symbolique entourant l'Antiquité étrusque a été relevé par plusieurs historiens et archéologues, certes, mais aussi et pour la première fois par nombre d'écrivains et d'artistes de l'Europe entière. À de nombreuses occasions, ceux-ci ont en effet prêté leur voix à ce peuple sans mots, en se faisant à chaque fois des interprètes privilégiés du patrimoine monumental que cette civilisation a laissé derrière elle. À titre illustratif, nous pouvons mentionner Paul Bourget, Anatole France, Raymond Queneau, Marguerite Duras pour la littérature française, Corrado Alvaro, Alberto Savinio, Curzio Malaparte, Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Ungaretti pour la littérature italienne, et enfin D.H. Lawrence, Aldous Huxley et Edward Storer pour la littérature anglaise. Sous les plumes de ces auteurs, les nécropoles, les artefacts, les fresques et plus globalement tout le patrimoine matériel étrusque devient lisible en tant que trace documentaire, constituant ainsi une immense archive en mesure de sauvegarder et de transmettre à la postérité la mémoire tout comme la voix de ce peuple seulement prétendument silencieux. Au cours des 10 dernières années, de nombreux chercheurs, surtout issus des domaines de l'archéologie, de l'histoire et de l'histoire de l'art, ont eu l'occasion de se pencher sur ces enjeux liés à ce prétendu silence étrusque. En adoptant une perspective historique et sociopolitique, Marie-Laurence Sack, avec Martin Miller et Andrea Valli, entre autres, ont posé des jalons déterminants en publiant une trilogie d'ouvrages collectifs portant respectivement sur la construction de l'étruscologie en tant que discipline académique, sur la manière dont les régimes autoritaires, notamment le fascisme en Italie et le nazisme en Allemagne, se sont appropriés le savoir archéologique sur les Étrusques au cours des années 1930, et enfin sur le rôle de l'étruscologie dans l'Europe de l'après-guerre. Les historiens de l'art, pour leur part, ont abordé la question d'un point de vue essentiellement esthétique, en montrant comment les sculpteurs et les peintres du début du XXe siècle ont repéré dans les terres cuites étrusques une forme de primitivisme autochtone dans lequel puiser pour élaborer un langage artistique moderne, certes, mais aussi et surtout anticlassique. La présence de références à la culture, à l'histoire, à l'art et aux artefacts étrusques dans des récits de fiction ou de points particuliers également fait l'objet d'une série d'études ponctuelles. Je me réfère notamment aux études de Maurizio Arari ou Francesca Orestano. Mais c'est la monographie de Martina Piperno intitulée L'Antichità crudele, Etruschi italici nella letteratura italiana del Novecento, parue en 2020 pour Carocci, qui représente la première étude d'une certaine envergure portant sur la représentation de l'Antiquité étrusque dans la littérature italienne du début du XXe siècle. Tout en m'appuyant sur l'analyse thématique réalisée par Martina Piperno, dans ma thèse, j'ai essayé d'élargir l'horizon de recherche, en m'intéressant non seulement à la littérature italienne, mais également aux littératures de langue anglaise et française de la période comprise entre 1840 et 1940. Qui plus est, dans ma recherche, j'ai cherché à ne pas me limiter à une analyse historique ou thématique de la citation étrusque dans des textes dits littéraires. En effet, je me suis également intéressée à des publications relevant de registres discursifs et génériques différents de ceux traditionnellement associés à la littérature. Ainsi, j'ai combiné le plus possible l'analyse des romans, de poèmes, de prose d'arte, avec l'analyse de journaux de fouilles, de publications savantes, de périodiques, d'affiches et d'articles de journal dans lesquels la matière étrusque apparaît. En somme, il s'agit de cartographier au moins partiellement ce qu'en littérature on appelle le discours social sur les Étrusques, c'est-à-dire avec la terminologie proposée par Marc Angenot, il s'agit de cartographier tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit dans un état de société donné, tout ce qui s'imprime, tout ce qui se narre et s'argumente, le narrable et l'argumentable dans une société donnée. Et ça à propos des Étrusques. Donc l'angle d'analyse qui m'a permis cette démarche est celui de la discursivité. Les différents textes du corpus ont donc tous été étudiés en tant que manifestation discursive de deux types de discours. Le discours littéraire d'une part et le discours archéologique d'autre part. En effet, par sa forme au pluriel,
Le titre « Voix d'Étrurie » vise donc à évoquer d'une part l'hétérogénéité de langues, de traditions, de genres, de supports, mais surtout de discours verbaux, mais aussi expositifs ou cinématographiques, qui ont cherché à redonner une voix aux Étrusques silencieux. D'autre part, ce titre vise aussi à faire ressortir le fait de polyphonie auquel cette multiplicité de discours a donné lieu. Inspiré par le titre du recueil de prose d'arte « Voci di Etruria », paru en 1939 par l'archéologue italien Pericle Ducati, le titre de cette présentation et de ma thèse souhaite également suggérer l'approche comparative et interdisciplinaire qui était au cœur même de ma démarche. Concrètement, pourquoi situer la focale sur le plan de la discursivité? Parce que ceci m'a également permis de contourner tout problème lié à la labellisation ou à la définition du texte étudié en ayant recours à des catégories comme celles de littéraire, populaire, pseudo-scientifique ou scientifique, qui risquent de s'avérer à maintes occasions arbitraires et pas toujours en mesure de rendre compte de la complexité des enjeux discursifs à l'œuvre dans chaque prise de parole. Et là, pour illustrer un peu ce que je veux dire par là, je prends l'exemple de Stendhal. Lorsque Stendhal se rend en Étrurie, il visite Cornetto Tarquinia et Volterra. Il écrit à propos de ces villes, il raconte l'histoire étrusque de ces villes. Et lorsqu'il le fait, il se positionne en tant qu'érudit, en tant que savant. Et donc, il a il présente son discours comme un discours scientifique. Alors qu'aujourd'hui, on aurait vraiment du mal à lire Stendhal et à penser que c'est un discours scientifique. Mais pour l'époque, il le tait. Et donc, le fait de traiter chaque production discursive seulement comme une production discursive qui est en effet un mélange entre discours littéraire et discours archéologique m'a permis de contourner ce problème de labellisation, effectivement. Est-ce que c'est un texte scientifique seulement parce qu'il a été écrit par un archéologue et vice-versa? Donc, l'analyse discursive du corpus a été menée à bien en adoptant une perspective chronologique, ce qui a permis de faire ressortir des situations un peu problématiques, comme celle de Stendhal, par exemple. Et donc, cette approche a permis de faire ressortir comment, dans l'espace d'un siècle, les interactions discursives entre discours littéraires et discours archéologiques, y compris les démarcations entre ces deux discours et les redéfinitions de l'un vis-à-vis de l'autre, ont évolué et se sont sans cesse reconfigurés pour répondre à des enjeux académiques, esthétiques, politiques, identitaires et mémoriels toujours neufs. Donc, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, je souhaite illustrer ce jeu d'interaction entre discours littéraires et discours archéologiques par les biais d'un cas d'étude en particulier, c'est-à-dire celui de l'Apollon de Veille. Concrètement, j'essayerai de mettre en avant à combien de discours divers à propos de l'Apollon l'interaction discursive entre discours archéologiques et discours littéraires a donné lieu dans les années 1920. Autrement dit, il s'agira de voir à quel point la perception de l'Apollon dans les années 1920 a été affectée, influencée par l'usage de différents discours, notamment le discours archéologique, esthétique et littéraire. Et comme vous le voyez, on a vraiment une frise chronologique et on voit que la réception de l'Apollon évolue avec les discours qui l'investissent. Donc, bien que la découverte de l'Apollon de Veille ait été décrite a posteriori comme un moment phare, comme une sorte de singularité dans l'historiographie de la discipline étruscologique, il n'en reste pas moins qu'elle s'insère dans une campagne de fouilles très longue et par moments insatisfaisante. Comme les journaux de fouilles conservés à Villa Giulia le montrent, la campagne de Portonaccio a débuté en 1913 sous la direction d'Ettore Gabrici et elle a pris fin en 1916 sous la direction de Giulio Quirino Giglioli. Pendant ces 3 ans, la date du 20 mai 1916 représente une date clé, car c'est ce jour-là que Natale Malavolta, le responsable des fouilles in situ, découvre l'Apollon de Veille. Et ce qui nous intéresse ici, il en rédige la toute première description. Et ici, vous voyez le journal de fouilles à Villa Giulia, et je ne sais pas si ça se voit très bien, mais en rouge, on peut lire Apollo et Base dell'Ercole juste en bas. Donc ici, on a la toute première description de l'Apollon. Presso la fine ad est della trincea pare che le mura delle fondazioni del tempio finiscano. Alla fine delle mura stesse, alla profondità di 4,45 metri, posavano quasi in fila e parte ammucchiate, figura in terracotta a tutto rilievo, grande al vero, rappresentante Apollo coperto di manto, con la spalla destra e parte del petto denudata, manca delle braccia e delle gambe. Parte inferiore di figura umana a tutto rilievo,
e grande al vero, posata su base con le gambe denudate e con panneggio terminato in basso con volute palmette. Una delle gambe staccata. La description de l'Apollon, quelque peu décusue d'un point de vue syntaxique, du moins en italien, trahit l'émotion de Malavolta, qui d'habitude est extrêmement précis dans ses descriptions des artefacts retrouvés. Comme sa description le montre, l'Apollon a été retrouvé brisé en deux morceaux, la partie supérieure et la partie inférieure, qui avaient été disposés quasi in fila, avec les restes d'une troisième statue, probabile acroterio di terracotta con volute e palme da una parte e dall'altra parte rappresenta una figura di quadrupede con la schiena posata sulla base e con le quattro estremità riunite in alto e legate assieme. Sulla base resta l'impronta di un piede di figura umana. Les attributs iconographiques conservés permettent à Giglioli d'identifier assez rapidement le groupe sculptural, qui en entier était censé représenter l'un des 12 travaux d'Hercule, et plus précisément la capture de la biche sacrée et la défaite d'Apollon devant le héros. Aussitôt après la découverte, Giulio Quirino Giglioli prend des photos et ramène les statues à Villa Giulia, où elles demeurent jusqu'à la fin de la guerre. Après l'armistice, Giglioli confie la restauration du groupe sculptural à Cesare Falessi, conservateur du Museo di Villa Giulia, qui parvient à rassembler les nombreux fragments de la statue en garantissant à l'Apollon une étanchéité statique optimale par le moyen d'une structure interne en métal. Bien que l'Apollon ait été retrouvé en mai 1916, c'est seulement en novembre 1919, la guerre terminée et Giglioli rentré du front, que la nouvelle de la découverte commence à circuler dans les milieux savants de la capitale. Le monde académique est mis officiellement au courant de la découverte le 30 novembre 1919, lors d'une séance à la Reale Accademia dei Lincei. Felice Barnabei, fondateur et premier directeur du Museo di Villa Giulia, présente à cette occasion un rapport rédigé par Giglioli lui-même. La nouvelle de la découverte commence alors à se répandre parmi les savants et en peu de temps, la mise au jour de l'Apollon se transforme en un véritable événement médiatique. Quelques jours à peine après la communication à l'Accademia dei Lincei, Monseigneur Duchesne, alors directeur de l'école française de Rome, signale au secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris, et je cite, « une découverte archéologique dont l'importance ne saurait lui échapper ». Dans cette lettre, Duchesne rend compte de la communication de Giglioli, présentée par Barnabei, qui porte sur, et je cite, une découverte faite par lui, donc Giglioli, à Veille, en mai 1916, et demeurée inédite, l'auteur ayant été appelé sous les drapeaux. Le rapport de M. Giglioli, conclut Duchesne, paraîtra prochainement dans les Notizie degli Scavi. J'ai cru devoir, vu l'importance de cette découverte, la signaler sans retard à l'Académie. En décembre 1919, comme annoncé par Duchesne, Giglioli publie dans la revue scientifique Notizie degli Scavi la version écrite du rapport officiel de sa découverte sous le titre « Statue fittili di età arcaica ». Comme le titre l'annonce, l'article porte non seulement sur la découverte de l'Apollon, mais également sur les résultats de toute la campagne de fouilles. L'article est très détaillé et il est accompagné de nombreuses photographies de l'Apollon, y compris celles prises par Giglioli lui-même le 20 mai 1916, qui sont les deux photos que vous voyez ici. Dès l'incipit, la publication s'adresse explicitement au mondo scientifico. Et son caractère académique est confirmé par la technicité du langage, la présence d'une riche bibliographie, la structure schématique par liste numérotée et la présence de données précises comme les dimensions des statues auxquelles l'auteur se réfère en utilisant les lettres de l'alphabet, donc statua A, statua B, statua C, etc. Le passage relatant la découverte de l'Apollon, appelé ici seulement statue A, statua A, se présente comme un récit impersonnel et objectif. A. Figura virile, alta 1,75 m, misurandola a piombo, dalla sommità del capo al plinto, essendo inclinata al corpo e quindi di circa 1,80 m, con dimensioni perfettamente uguali al vero. Vi ravvisiamo facilmente le caratteristiche di Apollo. In tutta la giovanile sua baldanza, il dio avanza grandi passi verso sinistra. 9 lunghi boccoli neri gli scendono sulle spalle, veste un chitone piuttosto corto, che termina sopra le ginocchia ed è orlato di una piccola doppia zona rosso-violetta al collo e alle ascelle, e di una zona pure rosso-violetta di circa 1 centimetro inferiormente. Dans son rapport officiel, Giglioli se sert souvent de la forme passive, ce qui introduit un effet de distance entre le narrateur et les faits décrits, renforçant ainsi l'idée d'une démarche analytique, objective et rigoureuse. Ceci est particulièrement évident dans le passage décrivant le moment de la découverte.
è in una grande trincea parallela all'andamento della collina, ai piedi della seconda scarpata, in un luogo che gli scavi posteriori rivelarono essere ai limiti del sacro recinto, che furono scoperte le sculture oggetto di questa relazione. Donc j'insiste sur ce è lì che furono scoperte, on ne dit pas qui a découvert. C'est vraiment une forme de mise à distance par rapport à l'acte de la découverte. La descrizione du moment où les statues ont été retirées de la terre è encore più neutre e impersonnelle. Levate dal malavolta con ogni riguardo dalla terra, le statue furono poco dopo portate al Museo Nazionale di Villa Giulia e poi acquistate dallo Stato insieme con tutto il rimanente materiale scavato. Donc à nouveau ce passif. Le passage relatant le moment de la découverte s'accompagne de deux photographies qui, nel mentre... pardon, j'ai oublié de... Ouais. Le passage relatant le moment de la découverte s'accompagne de deux photographies qui, e je cite Giglioli, nel mentre documentano il modo del rinvenimento, risparmiano una minuta descrizione. Dès lors, dans ce contexte, la photographie assume pour Giglioli une valeur de preuve scientifique indéniable, n'ayant même pas besoin d'explications supplémentaires. À la fin de l'article figure en annexe 6 planches de l'Apollon, 6 planches reproduisant l'Apollon de profil, de face et de dos, à l'instar des illustrations accompagnant les études de physiologie, de phrénologie ou d'anthropologie physique. La photographie est ici offerte à la communauté académique et scientifique en tant que preuve scientifique, mais aussi en tant qu'instrument de comparaison et de travail. Pourtant, en février 1920, le mensuel d'art graphique Emporium publie un autre compte-rendu de Giglioli. Donc même auteur, mais deux articles différents sur deux types de publications différents. Comme son titre « Veio, la città morta » le suggère, l'article adopte une perspective radicalement différente de celle de Notizie, surtout au niveau du registre discursif mis en place par Giglioli. Plus littéraire et moins scientifique dans son vocabulaire, Veio la città morta ne s'adresse pas à un lectorat d'experts ou d'archéologues, mais à un public d'artistes, de critiques d'art et d'amateurs. Dans ce deuxième article, Giglioli emploie un registre plus informel qui interpelle le lecteur à travers des adresses directes. Osserviamo queste due antefisse, par exemple. Et ce registre discursif ne vise pas à l'exhaustivité, comme c'était le cas dans Notizie, car l'exhaustivité dans ce contexte risquerait d'ennuyer le lecteur peu averti en matière archéologique. Un exemple, sarebbe troppo lungo intrattenerci sulle varie località esplorate, o ancora non starò qui a ricordare la grande serie di vasi che sono così venuti ad arricchire il Museo Nazionale di Villa Giulia. En outre, le récit est conduit à la première personne, ce qui ajoute du pathos à la narration, en particulier au moment de la découverte, qui, dans Emporium, n'est pas narré à travers le passif, comme c'était le cas pour Notizie. Giglioli nous dit « Le statue erano a pezzi e furono sepolte lì dall'uomo. Così le fotografai, donc moi, io Giglioli, così le fotografai il 19 maggio 1916, poche ore dopo la scoperta, appena liberate dalla terra che le copriva, prima che fossero mosse. Dans Veio la città morta, Giglioli omet également la structure schématique avec des listes numérotées, des références bibliographiques et les mesures et descriptions précises des statues qu'il avait incluses dans Notizie. L'article, dont le titre est d'ailleurs une référence explicite à une tragédie archéologique de Gabriele D'Annunzio, cette tragédie s'intitule justement La città morta et qui a été mise en scène pour la première fois en 1896. Donc déjà, on a ce titre qui est fort littéraire et ensuite voilà, l'article s'ouvre sur une vision romantique et décadente de Veille, qui est alors représenté comme un espace en ruine, désormais seulement en mesure de rappeler aux visiteurs le caractère éphémère et fragile de la condition humaine et des civilisations. Je cite Giglioli, poche località danno tanta sensazione della caducità delle cose umane quanto quella dove un giorno sorgeva Veio. Dans son article pour Emporium, Giglioli joue donc la carte d'une description relevant d'un topos romantique qui est le topos de la ville morte, à l'instar de Bruges ou de Venise. Ainsi, Veille est, il fait un parallèle entre Bruges, Venise et Veille. Mais surtout, il joue la carte du topos romantique de la ruine.
ce qui a pour effet le partage d'une sensation ressentie par le sujet face au fragment et surtout face à l'absence. Si dans Notizie, il visait à l'objectivité et à la création d'un effet de distance narrative, dans Emporium, Giglioli entend se rapprocher du lecteur à travers un discours s'appuyant sur l'émotion et les sensations. Cette volonté est confirmée par les choix iconographiques. Dans Emporium, les photographies des tranchées des fouilles à veille s'associent à des vues de collines, ayant la fonction de véhiculer visuellement l'idée romantique de l'absence et de la désolation d'un lieu qui a perdu toute sa grandeur. De lors, dans Emporium, la photographie perd son statut de preuve ou d'outil scientifique et est mobilisée par Giglioli avec l'objectif de susciter ou de renforcer une émotion chez les lecteurs. Ainsi, la photographie n'a plus la fonction de preuve ou de document témoignant d'une découverte scientifique, mais plutôt le rôle de vecteur d'émotion. Ainsi, le lecteur, tout comme l'archéologue aventurier, partirait à travers le texte à la découverte d'un lieu mystérieux et inconnu. Le changement de registre discursif mis en œuvre par l'archéologue ne se limite pas à la représentation de l'espace. Pour décrire le moment de la découverte, qu'on avait vu comme une description assez neutre dans Notizie degli scavi, Giglioli fait ici recours à toute une série de métaphores et de figures d'association qui ont pour objectif de poétiser la fouille et de façon plus générale toute la démarche archéologique. En sont exemplaires la métaphore du sommeil pour décrire l'emplacement des statues dans le sous-sol. Importanti rovine dormono in quel deserto, sepolte sotto la boscaglia o il verde prato. Et celle de la métaphore de la délivrance pour relater le processus de prélèvement. Les statues sont en effet libérate dalla terra. Inutile de souligner que ces métaphores ne figurent nullement dans Notizie. La résurrection n'est dès lors plus une opération archéologique associée à un ensemble de procédures d'excavation et de récupération, mais un événement symbolique mis en œuvre grâce à des stratégies discursives précises. La description de l'Apollon est elle aussi affectée par le changement de registre discursif adopté dans Veio la città morta. Dans Notizie, le portrait de la divinité passait par une description précise et neutre, presque chirurgicale, constituée d'une série de propositions principales assez brèves et disposées dans une structure essentiellement paratactique. Je fais l'exemple des 9 lunghi boccoli. On sait qu'il y en a 9, pas un de plus, pas un de moins, 9. Veste un chitone piuttosto corto che termina sopra le ginocchia. Apollo guarda in avanti, in basso, atteggiando la bocca a una serena impassibilità. Dans Veio la città morta, les 9 boucles se transforment en lunghe chiome. Apollon è vestito d'un chitone e d'un mantello che tutto lo avvolge. Et son regard se transforme en un intento sguardo pensoso. Le corps est lui aussi pieno di giovane robustezza e di baldanza. Giglioli abandonne la précision et le vocabulaire technique de son récit officiel au profit d'un langage plus évocateur et figuratif qui lui permet de transmettre une image holistique et dynamique de l'Apollon étrusque. Dans Veio la città morta, les détails ne sont plus analysés individuellement. Au contraire, tout comme c'était le cas pour les 9 boucles, les différentes parties se fondent en une seule vision d'ensemble. La statue n'est alors plus perçue comme un artefact archéologique composé de différents fragments, mais comme un tout harmonieux. Changeant de registre discursif, Giglioli insouffle ainsi une nouvelle vie à la statue, qui semble s'animer et sortir réellement de la page. Soprattutto ammirevole è il moto, la statua veramente cammina. Nella veduta posteriore noi lo vediamo procedere veloce, a grandi passi, mentre la veste svolazza indietro con ardimento straordinario. Ces exemples illustrent clairement comment, en passant d'une scénographie liée à l'archéologie scientifique à une scénographie esthétique littéraire, Giglioli parvient d'une part à transformer l'artefact archéologique en une œuvre d'art à part entière, et d'autre part à modifier le type d'expérience qu'on peut avoir de cet artefact ou œuvre d'art. Ainsi, si dans Notizie Giglioli offre au lecteur une expérience scientifico-empirique de l'Apollon en tant qu'artefact, avec Veio la città morta, Giglioli semble plutôt inviter le lecteur à faire une expérience esthétique de la statue. Dans Veio la città morta, un autre élément témoignant d'une scénographie énonciative différente de celle plus scientifique de Notizie est l'insertion d'une reconstruction graphique du groupe sculptural d'Apollon et Hercule réalisé par le peintre et photographe Odoardo Ferretti. Il s'agit d'un collage photographique retouché à la peinture à l'huile et dont l'original est toujours conservé à la Villa Giulia. Pour la réalisation de cette reconstruction graphique, Ferretti prend d'abord des photographies des fragments du groupe sur un fond noir pour ensuite les découper, les coller sur un panneau de contreplaqué et peindre
peindre à l'huile les parties manquantes, en les imaginant dans le respect des couleurs et des proportions. Le résultat est donc un collage qui, par effet de réintégration, d'une part restitue à l'observateur et au lecteur une image complète de la scène, et d'autre part est un geste métonymique du travail de l'archéologue, en tant qu'effort pour restituer une image complète du passé en partant d'une série de fragments. Le fait même d'insérer dans l'article une image de ce type montre bien la volonté de Giglioli de se rapprocher d'un public de non-spécialistes à travers la mise en place d'un discours à mesure de combiner le littéraire, l'artistique, mais aussi le savoir spécialisé de l'archéologue dont il a bien évidemment accès. Il est évident que dans Veio la città morta, la posture de Giglioli est elle aussi affectée par son choix discursif. En effet, en traitant la statue non pas comme un objet archéologique, mais plutôt comme une œuvre d'art, Giglioli fait preuve d'une posture qui est celle d'un critique d'art, visant à faciliter l'expérience esthétique d'une œuvre d'art. Ce qui est aussi conforme au type de publication, si l'on considère que Emporium est une revue d'art qui est destinée à des artistes, des critiques et des historiens de l'art. Donc, pour faire connaître sa découverte, Giglioli ne se contente pas d'écrire des articles. Dans les mois qui suivent la parution de ces deux articles, donc Notizie et Emporium, il orchestre une véritable campagne médiatique visant à faire connaître sa découverte d'un coin à l'autre de l'Italie et de l'Europe. Les mécanismes de sa stratégie émergent assez clairement dans la correspondance de l'archéologue. Dans une lettre du 22 mars 1920, par exemple, Giglioli écrit à l'archéologue et épigraphiste belge Franz Koumont pour lui demander d'annoncer la découverte de l'Apollon dans une revue française. La réponse de Koumont ne se fait pas attendre, et dans le numéro de janvier 1920 de la revue de l'art ancien et moderne, l'épigraphiste belge publie un dossier de 6 pages consacré à l'Apollon archaïque de Veille. Le dossier se compose de nombreuses photographies et d'un article dans lequel Koumont traduit presque littéralement, mot à mot, en français, la description officielle de l'Apollon publiée par Giglioli dans Notizie. L'un des éléments iconographiques sur lesquels Giglioli insiste le plus dans ses descriptions de l'Apollon est la posture du dieu, saisie par l'artiste dans l'acte d'avancer vers Hercule pour empêcher de capturer la biche sacrée. Dans Notizie degli Scavi, on peut lire que il dio, chinata la persona in avanti, pianta fortemente sul piede destro, portato innanzi, e solleva un poco il sinistro per compiere il passo, mentre i muscoli sono tesi nello sforzo. Nella mossa veloce il vento comprime il vestito, che è aderente alla figura, facendone apparire anche il sesso, mentre il lembo inferiore svolazza sensibilmente indietro. Dans Emporium, l'effet de mouvement et de rapidité incarné par le dieu est davantage évident. Soprattutto ammirevole è il moto, la statua veramente cammina. Nella veduta posteriore noi lo vediamo procedere veloce a grandi passi, mentre la veste svolazza indietro con ardimento straordinario. Dans un autre article, toujours de Giglioli, qui cette fois est paru dans le quotidien L'Idea Nazionale, l'archéologue affirme que nella figura vibra una vita sovrumana, nel collo, nelle gambe, fin sotto il fine vestito, ogni muscolo nell'impeto dell'azione è teso nello sforzo et perfettamente esposto dall'artista. Donc on voit comment le même auteur présente des différentes descriptions du même objet, de la même statue, et toujours en mobilisant des champs sémantiques différents qui font prendre vie à l'objet finalement. Cet effet de mouvement de la statue devient bientôt un élément récurrent dans les descriptions de l'Apollon qui commencent à circuler dans les périodiques et quotidiens de l'époque. Dans son article pour la revue de l'art ancien et moderne, Franz Koumont affirme, en traduisant Giglioli, la reproduction fait apparaître la vigueur puissante de son modelé, le mouvement qui l'anime. Le dieu, juvénile, s'avance d'un pas assuré vers son adversaire, les 2 pieds nus posés à plat sur le sol. La marche rapide plaque le vêtement contre le corps au point de faire saillir le sexe. La vigueur de l'exécution, la musculature nerveuse et puissante qu'on observe les pieds et les jambes, distingue notre Apollon. C'est cependant Cipriano e Fisio Oppo qui, avec un article intitulé « Apollo, il dio che cammina », qui lance véritablement le topos de l'Apollon marchand. La puissance du mouvement déjà au cœur du titre de l'article émerge clairement dans l'incipit. Lorsque Oppo imagine Vulca, qui alors était considéré comme le créateur de l'Apollon, lorsque Oppo imagine Vulca supplier la statue qui vient d'être achevée de s'arrêter comme effrayée par la possibilité qu'elle puisse réellement marcher.
Finito che fu il tuo Apollo, tu, Vulca, fosti preso da grande angoscia e cadendo in ginocchio avanti il Dio in cammino gridasti supplichevole, fermati, fermati, non te ne andare. Et ici, on voit déjà comment on est déjà dans le registre littéraire, parce qu'on est dans le registre d'une scène imaginée par l'auteur, celle du créateur vis-à-vis de la statue. Donc là, on n'est plus dans le contexte de l'archéologique, oui, le motif archéologique, mais on est dans la littérature à tous les effets. Dans la suite, Oppo n'épargne pas à son lecteur une descrizione della posture du Dieu en soulignant « pare veramente che cammini il bel Dio, pronto alla contesa, tanto è lo slancio di tutto il corpo in avanti, fuori del peso delle due gambe aperte». La sinistra leggermente alzata sul calcagno, l'altra appena piegata e spostata con tutto il piede verso destra, seguendo lo stesso piano plastico del petto. L'article d'Oppo n'a pas manqué de frapper l'imagination d'autres archéologues qui commencent à leur tour à s'approprier, à réélaborer l'idée de l'Apollon en mouvement. Au printemps 1920, l'archéologue italien Carlo Anti fait apparaître dans Bollettino d'Arte un article illustré intitulé «L'Apollo che cammina», encore une fois, avec une référence explicite à l'article de Oppo, mais aussi à L'homme qui marche de Rodin. Donc là aussi, on a un parallèle avec l'art. Comme Giglioli, Coumont et Oppo avant lui, Anti insiste surtout sur la puissance du mouvement incarné par l'Apollon, la caratteristica che fa dell'Apollo un capolavoro pieno di possente gagliardia e di perenne giovinezza, per cui la sua visione ci soggioga e quasi incute timore, è nella costruzione della figura, che veramente si muove, cammina, avanza sovrumana. Dans le même ordre d'idées, et c'est le dernier exemple, dans son article Antica arte etrusca, publié dans Dédalo en 1921, l'archéologue italien Alessandro della Seta décrit l'Apollon come une statue qui se lance alla conquista voluminosa dello spazio e quindi al movimento. Alla corporeità di ogni elemento si aggiunge la corporeità d'insieme, cioè il protendersi di tutta la figura nello spazio. L'Apollo realmente cammina. Nella collocazione originale del gruppo, certo, esso si volgeva verso l'avversario, non verso lo spettatore. Ma l'artista che ha creato questa figura, girandole intorno con l'occhio, modellandola su ogni lato, è giunto a rappresentare un movimento naturale. L'importance accordée au dynamisme de l'Apollon par les archéologues de l'époque n'a pas manqué d'influencer les artistes et les écrivains de l'époque, qui commencent alors à considérer l'Apollon marchand comme l'incarnation de la modernité, notamment en termes futuristes de mouvement et de rapidité. Dans son article, Oppo lui-même parle de l'Apollon comme d'une représentation d'un art modernissima. Une illustration de cette nouvelle perception futuriste de l'Apollon peut être retrouvée dans le poème The Apollo of Veii du poète américain Carlton Beals. Ce poème a été publié dans la revue moderniste Broom, an International Magazine of the Art, dans le numéro de mars 1923. Le poème offre au lecteur une vision intégrale de la statue qui est décrite du bas vers le haut, détail par détail. Beals débute sur le pied qui avance, pour ensuite remonter par les muscles d'acier et en arriver à l'expression cruelle du visage. Dans le poème de Beals, l'Apollon ressurgit sous les yeux du lecteur grâce à la répétition presque obsessive, 15 fois sur un total de 33 vers, de l'adverbe forward, donc en avant. Des exemples, crunch of foot forward, roll of hips joint forward, drive high shoulders forward, plunge of the head forward. Donc... Merci d'être venu à cette première séance de notre brand new cycle de conférences de groupe de tout d'Etrusque italique que nous avons organisé avec Valentina Limina et Nicolas Meunier. Le thème du cycle est évident d'après les titres que nous avons lui donnés, que c'est l'Italie pré-romaine, paysage de pouvoir, identité invisible et mythe des origines. Les conférences qui se succéderont tout au long de l'année nous conduiront dans différentes parties de la péninsule, témoignant du dynamisme de la grande variété de ces peuples et communautés qui sont trop souvent méconnus. Communautés et phases historiques qu'on a convenu d'appeler pré-romaines, comme nous aussi avons fait, en utilisant malheureusement un terme qui, pour diverses raisons, ne leur rend pas de justice. Tout d'abord, parce qu'il peut générer des malentendus. Il s'agit en effet de communautés dont la trajectoire historique a longtemps été parallèle et non antérieure à celle de Rome.
Et ensuite, parce que c'est un terme qui suggère une approche presque téléologique de ces communautés qui sont définies près quelque chose, parce qu'elles seront plus tard incorporées parfois par la force au monde romain. L'idée de ce cycle est donc de restituer la richesse et la singularité de ces communautés et de la branche archéologique qui les étudie aujourd'hui. Nous ferons bientôt circuler les programmes avec toutes les futures séances du cycle, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que la prochaine conférence aura lieu le 29 novembre et en salle Adrière, à la même heure qu'aujourd'hui, et que nous aurons le plaisir d'avoir comme invité Marcello De Vos, qui est doctorant en co-tutelle entre l'Université de Rome Sapienza et l'Université de Groningen. Pour cette première conférence, nous sommes très heureux d'accueillir comme invité Elena Scarcella de l'Université de Cambridge. Et nous passerons donc maintenant évidemment à l'anglais. Elena did her studies between Italy and United Kingdom. She obtained her BA at the University of Rome Sapienza with a dissertation on the archaeological material at the important Etruscan site of Veio, Piazza d'Armi in particular. After again the Sapienza University, she obtained her MA with a dissertation on harbour and shipwreck in the Eastern Mediterranean Sea on the Bronze Age. Finally, returning back to the Italic world, she obtained her PhD at the University of Cambridge with a dissertation on the topic she will discuss today. So the Italic communities of the Aterno Valley in the Apennine heart of Italy. So without further ado, I give the floor to Elena, whom I thank once again to be here with us today. Thank you, Dario. Thank you all for inviting me first and for welcoming me in this series. I'm very excited. I won't lie. I'm very excited to be here, and I'm very excited to present I think that's the first time that I present my research outside of the British world. So that's a bit of a trial, let's say. So today I'm going to talk about Mediterranean islanders, and I will focus my research, my speech on the communities of Central Italy, of the Apennines of Central Italy. And with a focus on the Aterno Valley, we will see that which part of the area, which part of Italy this is. But my special focus is on the relationship between violence and identity, how violence shaped the identity of these people. So first of all, I think that violence is a very timely topic, especially these days, because unfortunately in the news violence is everywhere, war is everywhere, and we are starting realizing that violence is not so